De Palerme à Chicago, d'Istanbul à Tokyo, de Shanghai à Marseille, les mafias ne naissent jamais par hasard. Faiblesse des États, corruption des élites, les causes sont nombreuses et connues. Nées dans le secret, les mafias prospèrent dans la clandestinité, déploient leur réseau dans l'illégalité et pénètrent tous les lieux de pouvoir. Leurs colossaux profits irriguent les marchés d'une économie noire. Leur puissance menace aujourd'hui nos démocraties. L'une des mafias les moins connues et pourtant des plus puissantes se niche au cœur de l'Europe. La mafia corse étend sa toile sur tous les continents depuis un siècle. Elle n'a pu exister et se développer qu'avec la complicité d'une partie de l'État français. C'est l'histoire de cette relation dangereuse que racontent ces films. Repéré par Carbone, qui le voit souvent partir au bras de femmes esseulées, Léandri est très vite invité à la table du parrain. Forcément, il rencontre Carbone et Spirito parce qu'ils sont très rencontrables, c'est des gens spectaculaires. Le coup de maître d'Étienne Léandri, étreindre, lors d'un tango, l'une des femmes les plus riches du monde, Renée Brodier, la femme de l'américain Virgil Neal, qui est à la tête de Tocalon, l'empire du cosmétique. Léandri a tout juste 20 ans, Renée 40 et son mari 60. Léandri découvre toutes les combines des multinationales, les paradis fiscaux et les techniques de blanchiment d'argent. Léandri rêve de prendre la place du chef. Il découvre aussi le monde interlope de l'extrême droite, Virgil Neal étant l'un des plus riches soutiens de Mussolini. Neal ne s'embarrassait d'aucune contrainte. Il était impliqué dans beaucoup d'affaires légales, mais aussi illégales. Et Léandri était un peu comme lui. Léandri est aussi à l'aise au cœur du Gotha que dans les bas-fonds. Carbone le met aussitôt sur quelques affaires de stupéfiants. En 1938, Léandri est arrêté avec 2 trafiquants de drogue. Écroué, il passe 3 mois à la prison de la Santé avant d'être acquitté. À l'été 1939, quelques semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Léandri débarque aux États-Unis avec Renée Brodier. Il veut prendre des parts dans l'empire du Vieux-Nil. Mais les fédéraux américains, très bien informés, le soupçonnent de prendre des contacts avec la mafia américaine. Quand ils reviennent en Europe, Léandri et sa maîtresse découvrent un nouveau monde, celui de la guerre et de l'occupation, là où les repères vacillent, où l'ordre crée le désordre, où, pour la première fois, la mafia corse va pénétrer les plus hauts rouages du monde politique. D'un seul coup, le voleur peut devenir commerçant. D'un seul coup, le voyou devient policier. D'un seul coup, le racketteur, finalement, devient une sorte de percepteur. La frontière entre le milieu qui s'occupe du marché noir et les autres qui s'occupent de dénoncer des résistants et des juifs est parfois assez floue. Bien, on ne regarde pas qui vient, qui rejoint la résistance. On ne regarde pas l'origine. Donc il y a des résistants sincères qui sont des purs politiques, et puis il y a des hommes de main, des voyous qui se sont reconvertis et qui ont trouvé là une nouvelle cause à défendre. Et éventuellement, c'est les hommes qui aiment l'aventure, qui aiment le coup de feu. Et les Guérini font partie de ces gens-là. La résistance multiplie les attentats. Début janvier 1943, un bordel marseillais fréquenté par les soldats allemands est visé. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Pour garantir le succès de l'opération, l'ancêtre de la CIA, l'OSS, a négocié avec le patron de la mafia sicilo-américaine, Lucky Luciano, emprisonné depuis plusieurs années. Quand les troupes américaines débarquent dans l'île, elles sont guidées par Cosa Nostra. Les Alliés confient l'administration de la Sicile à la mafia. Sentant le vent tourner, Carbone décide de gagner l'Espagne franquiste. En décembre 1943, il monte à Paris à bord d'un train de nuit pour rejoindre sa maîtresse, Manouche, et fuir avec elle. Mais peu après minuit, des résistants font sauter le train. La jambe droite de Carbone est sectionnée, la gauche coupée jusqu'au tibia. Les plus hauts dignitaires de la collaboration se pressent à ses funérailles
orchestré par Étienne Léandri. Dans l'église, les chœurs chantent l'Ave Maria autour de Tino Rossi. Parmi ceux venus rendre hommage au premier parrain corse de l'histoire, on reconnaît Simon Sabiani. À Paris, Étienne Léandri croit encore dans la victoire de l'Allemagne. Vêtu de son uniforme de la Gestapo, il retrouve son ami, le SS Roland Nosek au Fouquet's, et festoie avec lui, une dernière fois. Grande fête avec Nosek au Fouquet's, et ils se disent au revoir. Étienne remplit la Bentley de lingots et de victuailles, et puis il part sur la route. Étienne Léandri rejoint Berlin et s'enrôle dans l'école d'espionnage et d'infiltration du Troisième Reich. Sabiani, puis lui aussi en Allemagne. Il s'en va en Allemagne avec sa famille et avec plusieurs centaines de membres du Parti populaire français. Shanghai, Beyrouth, Hanoï, Tanger. La mafia corse s'est constituée comme une diaspora criminelle. Née à Marseille, d'un pacte scélérat noué entre un politicien peu scrupuleux et d'ambitieux parrains, la mafia corse étend ses ramifications dans tous les recoins de l'Empire français. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour garantir une certaine vision des intérêts de la République, certaines franges du pouvoir vont lui permettre de devenir une multinationale du crime au service de l'État français. La CIA dépêche l'un de ses meilleurs agents, Irving Brown. Ancien dirigeant syndical passé au service de la lutte anticommuniste, Irving Brown débarque à Marseille. Avec l'appui du gouvernement français, des socialistes de Gaston Defferre, l'émissaire de la CIA recrute dans le milieu. Les services secrets américains ne vont avoir aucun scrupule dans leur lutte anticommuniste. Et ils vont recruter aussi des nazis. Ils vont recruter Barbie, par exemple. Eh bien, ils vont recruter anciens nazis, mais ils vont recruter des mafieux, tout simplement pour leur efficacité, pour lutter contre Moscou. Irving Brown navigue entre la France et l'Italie. À Naples, il retrouve le principal indique de la CIA, le patron de la mafia sicilo-américaine aux États-Unis, Lucky Luciano, qui avait facilité pendant la guerre le débarquement des Alliés en Sicile. En échange de ses bons et loyaux services, Luciano est libéré à la fin du conflit, mais condamné à l'exil en Italie. Dès lors, le parrain aide la CIA et Irving Brown dans leur lutte contre le péril rouge et réorganise secrètement toute sa structure. Well, that depends. What did you have in mind? Le rêve cubain de Cosa Nostra est connu de la CIA. Mais en ce début de guerre froide, des mafias fortes et structurées sont autant de bataillons de nervis à disposition pour les services secrets. De retour en Italie, Lucky Luciano noue des liens étroits avec la fine fleur des collabos français qui y vivent en exil. Parmi eux, Étienne Léandri, le gigolo du tout Paris des années 30 qui paradait avec l'uniforme d'officier de la Gestapo pendant l'occupation, est désormais installé à Milan. Condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés pour intelligence avec l'ennemi, Étienne Léandri est en cavale, il ne peut plus revenir en France. Lucky Luciano va expliquer à Étienne la nouvelle approche du monde pour les 50 années à venir. C'est une découverte. C'est-à-dire que dorénavant, les services, la police, le pouvoir doivent devenir des alliés. L'opportuniste qu'il est se rend compte qu'en affichant très clairement un anticommunisme et la volonté d'agir en ce sens, il va obtenir les faveurs de la CIA. Lucky Luciano va faire d'Étienne Léandri son ambassadeur pour aller discuter avec la CIA aux États-Unis. Dans la vision de la CIA, Moscou est au fond aux portes de Paris et aux portes de Marseille. Et dans ce cadre-là, Étienne Léandri va être un personnage important. Il connaît les têtes mafieuses de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Étienne Léandri, Joe Renucci,
Marcel Franchisi et les frères Guérini, chacun installé dans un système de dépendance politique, deviennent des rouages importants de la guerre froide en Méditerranée. En France, la guerre froide éclate à Marseille, lors des élections municipales d'octobre 1947. De Gaulle, qui a quitté le gouvernement et créé son propre parti, vient dans la cité phocéenne soutenir son candidat à la mairie. Le RPF apparaît au printemps 1947 et très vite, il va se doter d'un service d'ordre qui apparaît à l'automne, hiver, qui est extrêmement puissant, 10 à 15 000 hommes, c'est considérable, c'est presque une petite armée privée. Donc systématiquement, les meetings vont déraper. Vous avez des affrontements opposant des dizaines de personnes à coups de tessons de bouteilles, de gourdins, de matraques, de nerfs de bœuf. Par endroits, les armes de guerre ressurgissent, étant entendu que les communistes et les gaullistes étaient les acteurs principaux de la résistance. Les armes sont toujours là. On va voir par endroits des permanences explosées sous l'effet de grenades, rafalées au pistolet mitrailleur. C'est extrêmement violent. Après des semaines de combats de rue, les résultats provoquent la stupeur. Les communistes sont battus. Les communistes instrumentalisent l'événement pour déstabiliser Defebvre. À la Chambre des députés, ils l'accusent de pervertir Marseille en protégeant le clan des Guérini. Effrontément, Defebvre se dresse face à eux. Il dit « Je ne connais pas les Guérini ne sont pas mes amis, et si jamais je les rencontrais dans la rue, je ne pourrais pas les reconnaître. » Il répète ça plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est un énorme mensonge. Et là, on voit bien la limite pour ces hommes politiques, c'est-à-dire que on a besoin de ces hommes-là pour certaines tâches. Mais il faut qu'ils restent aux marges. On ne les connaît pas. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir leur être utile à certains moments. Évidemment, c'est un échange de bons procédés. On va fermer les yeux, on va pas vouloir voir ce qui se passe. Voilà. Mais il ne faut pas que leurs affaires soient trop voyantes. Si ça arrive devant la justice, ça arrive devant la justice. Et là, le politique, il ne connaît plus. La CIA a divisé la CGT et monté des groupes socialistes pour créer un nouveau syndicat, Force ouvrière, dissident de la CGT. Et puis, ils vont contribuer à financer tout ce qu'ils peuvent, et notamment des gros bras de la voyoucratie corse à Marseille, qui sont extrêmement implantés dans la ville et qui peuvent faire le coup de feu face notamment à la CGT. Sur le port, Irving Bland fait appel aux frères Guérini pour coordonner les clans corses avec les forces de police. Les mafieux ont tout intérêt à briser les grèves qui bloquent leur trafic. Conseillé par Étienne Léandri, Lucky Luciano envoie des dockers siciliens. Renucci et Franchisi, qui ont intégré le service d'ordre gaulliste, sont eux aussi en première ligne dans les affrontements, avec l'appui inconditionnel du ministre de l'Intérieur, de la DST et des hommes du commissaire Blément. La CIA a fourni de l'argent et des armes aux mafieux corses. Les mafieux corses et les CRS ont roué de coups les grévistes et ils ont efficacement cassé les grèves à Marseille. En moins d'un mois, la CGT recule. Les efforts conjugués du gouvernement français, de la CIA, des forces anticommunistes de la ville et des mafieux corses brisent le mouvement. Cette sombre alliance, supposée garantir la sûreté de l'État, permet à Marseille de redevenir une zone bénie de la pègre. La CIA poursuit sa route et ne pense plus à cela, ne regarde pas en arrière. Mais les forces politiques locales se trouvent, elles, dans une nouvelle configuration. C'est ce qui va permettre aux mafieux corses de poursuivre leur trafic à Marseille dans une quasi-impunité pendant plus de 20 ans. À droite 15. Les liens créés entre Lucky Luciano et les Corses ouvrent des perspectives colossales pour les trafics internationaux. À l'ombre de la CIA et des services secrets français, Joe Renucci s'installe au Maroc, protectorat français, à Tanger plus précisément, où il devient un agent de premier ordre pour le SDEC, le service d'espionnage français.